savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri Nous allons parler aujourd'hui d'une thématique cruciale pour la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un sujet relatif à la nouvelle publication scientifique mise en place par un chercheur congolais qui parle de la géopolitique de l'eau en Afrique, Transaqua, le bassin du Congo et les projets de transfert des eaux vers le lac Tchad. C'est la thématique qui fera l'objet de notre échange d'aujourd'hui avec notre invité que vous allez déjà découvrir sous peu. Alors, en attendant, prenons cette transition, question de vous présenter. C'est lui qui est avec nous sur ces plateaux pour ces lundis. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour recevoir notre invité. Comme je l'ai annoncé, la thématique fait l'objet d'une nouvelle publication scientifique, les livres qui venaient d'être baptisés récemment. Et aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons le chercheur Désiré Konga Wangua, chef des travaux à l'Université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, Omnia Omnibus, et son domaine de prédilection est l'environnement et développement durable. Monsieur le chef des travaux Désiré, bienvenue au Temple du Savoir. Merci, Monsieur Georges. Je suis très ravi d'être invité sur ce plateau. En tout cas, c'est vraiment... je suis très honoré aujourd'hui. En tout cas, vraiment merci. Voilà, nous allons parler de la géopolitique de l'eau en Afrique, Transaqua, le bassin du Congo et le projet des transferts des eaux vers le lac Tchad, qui est l'intitulé de votre publication. D'entrée des jeux, dites-nous d'abord, quels sont les éléments qui vous ont motivé de pouvoir vous concentrer sur cette thématique jusqu'à arriver à produire un ouvrage? Merci, merci pour la question. En tant que chercheur, vous savez... la thématique est liée à l'eau, ça m'intéresse beaucoup. Personnellement, d'ailleurs, quand j'étais encore étudiant, tous les cours qui ont trait à l'eau, j'étais vraiment fort dans ces cours-là. Et puis, vous savez, aujourd'hui, en dehors de minerais, de coltan, de lithium, de cobalt, de diamant, il y a maintenant l'eau. Vous voyez, et aujourd'hui... ça et là, on parle de guerre de l'eau, guerre de l'eau. Et c'est ainsi que moi, personnellement, je me suis dit, il faut un peu essayer un peu de creuser, n'est-ce pas, dans ces domaines-là, voir un peu comment, parce que vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, notre chère patrie, est deuxième au monde après le Canada, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les eaux douces. Okay. Donc nous sommes deuxième au monde. Alors pourquoi ne pas essayer un peu d'approfondir, de rechercher là-dessus pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe concrètement. Et d'ailleurs, cette thématique que vous venez de soulever sur le projet Transaqua, oui, oui. C'était un projet, excusez-moi, personnellement, je qualifie ça comme un projet sorcier. Et c'est pourquoi je me suis dit non, 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 on ne doit pas rester dans le, comment dirais-je, dans le discours. Il faut aller un peu dans les praxis pour voir un peu qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce projet, ce fameux projet Transaqua où tout le monde parle. Et ce projet est lié, parce que quand on parle du projet Transaqua, cela est lié à la guerre de l'eau. C'est quoi exactement Transaqua dont vous faites allusion? Oui, oui, Transaqua qui signifie transfert des eaux. Cela veut dire vous prenez l'eau d'un autre bassin pour amener vers l'autre bassin. Et là, vous parlez du lac Tchad. Au lac Tchad. Et c'est ainsi que je me suis dit non, 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 je dois un peu
Et vous savez, ce n'était pas facile. Hein. Vraiment, avec des recherches fouillées, et dans cet ouvrage-là, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent. J'ai intitulé ça « Géopolitique de l'eau en Afrique transaquois, le bassin du Congo et les projets de transfert des eaux vers le lac Tchad ». Et l'ouvrage est préfacé par Fridolin Cardinal Ambongo, Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Publié dans quelle édition? Donc là, c'est à Harmattan de Paris. C'est à Harmattan de Paris. Et je vous dis d'ailleurs, déjà en passant, que ça, c'est mon troisième livre. Hein, et j'ai publié tout à l'international. Alors, en parlant de ces projets, il faut dire que c'est conçu contre la République démocratique du Congo ou bien pour que l'Afrique soit servie dans ce sens? Bon, ça tombe bien. Je voudrais éclairer, je voudrais un peu donner cette information à nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Que vous savez, je voudrais d'abord donner l'importance de l'eau pour y arriver à ce niveau-là. Parce que quand vous lisez cet ouvrage, j'ai commencé d'abord à donner l'importance de l'eau et situer la place de la République démocratique du Congo à travers le monde. Oui. Vous savez, la planète Terre, bon, d'abord, je vous dis déjà que je suis environnementaliste de formation. Et je suis chercheur de travaux et chargé de cours des universités. Exact. En dehors de l'université Omnibus de Kinshasa, je suis également chef de travaux, donc chargé de cours aussi à l'université de Badolit. Et là, nous sommes dans la province du Nord Ubangi. Et là, sur la planète Terre, là, je suis sur la statistique. Oui. Vous allez voir que la planète Terre est occupée pratiquement à 70% d'eau. Vous voyez, et la Terre ferme est restée seulement à 30%. Et c'est pourquoi la planète Terre est appelée la planète bleue. Alors, avec ces 70% d'eau qui se trouve sur la planète Terre, nous avons pratiquement 97% des eaux salées. Vous voyez, sur la planète. Oui. Donc, quand on parle des eaux salées, nous voyons des mers, nous voyons des océans. Puisque ce ne sont pas des eaux destinées à la consommation directe. Oui. Parce que là, il y a la présence de salinité. Exact. Donc, du sel. Alors, nous sommes restés pratiquement avec 2, quelques %. Et sur 2, quelques %, quand on enlève des eaux atmosphériques, et là, nous faisons allusion à des pluies. Et là, nous sommes restés pratiquement à 2% des eaux douces. Et quand on parle des eaux douces ici, nous voyons le fleuve, nous voyons des rivières, nous voyons des lacs et d'autres cours d'eau destinés à la consommation. C'est ce qu'on appelle ça des eaux douces. Et voilà que sur la planète, les pays qui a beaucoup d'eau douce, c'est le Canada. Mais la République démocratique du Congo vient juste deuxième au monde après le Canada. Vous voyez, et là, c'est déjà une richesse que Dieu nous a donnée. Vous voyez, donc avec une telle ressource naturelle que Dieu nous a donnée, donc si on ne parvient pas à capitaliser, à très bien gérer, et là, je vous dis déjà que l'eau telle que vous voyez là, c'est une ressource épuisable. C'est comme le fleuve Congo que vous voyez là, les jours où les Congolais vont commencer, n'est-ce pas, à utiliser cette eau-là de manière abusive, de manière non rationnelle, le fleuve Congo disparaîtra. Les projets de transfert de eau vers le lac Tchad cachent quoi exactement? Nous allons y arriver. Ok. Alors, voilà déjà, deuxième au monde, c'est la suscite de convoitise. Vous comprenez, hein? Oui, naturellement. C'est la suscite de convoitise. Et ici, je voudrais mettre un accent sur le minerai. Vous voyez, le Congo est méga pays qui regorge beaucoup de minéraux. Et après des minéraux, voilà maintenant l'eau. Et la convoitise se converge maintenant vers la République démocratique du Congo. Et là, il faut chercher maintenant à tout prix tirer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. Pourquoi on dit bassin du Congo? Parce que quand vous voyez, du point de vue topographique, la position du fleuve Congo, c'est comme un bassin. Et il y a beaucoup de cours d'eau, des rivières qui se jettent dans les fleuves. Et c'est pourquoi on parle du bassin
du Congo. Et là, je vous dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour tirer l'eau du bassin du Congo et amener cela vers d'autres bassins. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça datait déjà de très longtemps. Ok. Je vous donne une information. Déjà vers 1930, les soviétiques voudraient tirer l'eau du bassin du Congo vers le Sahara. Vous voyez, c'est-à-dire vers le désert du Sahara, vers le nord. Parce qu'ils avaient estimé que le Sahara ne peut pas exister sans eau. Il fallait chercher un peu comment compenser, comment amener un peu à réglementer le climat, tout ça là. Je dis bien les soviétiques. Ça n'a pas marché. Ça a échoué, ça a échoué. Président maréchal Mobutu Sese Seko, président fondateur du MPR, le président d'Isaïe, est arrivé au pouvoir. Et Kadhafi, en Libye, président Kadhafi, paix à son âme, Kadhafi voudrait encore tirer l'eau du bassin du Congo pour amener ou alimenter celui-là, vous voyez, en Libye. Et rappelez-vous, à ce moment-là, on était encore des enfants, il y avait un conflit sérieux entre Libye et Zaïre. Entre les États. Voilà, entre les États. Et ça a échoué. Et on pensait peut-être que c'est un projet déjà enterré. Oui. Et voilà que quelques années plus tard, ça surgit encore. Et là, il faut maintenant tirer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. Et je pense que ça a créé, c'était vraiment un sérieux problème, mais ce qui est bizarre, au lieu de consulter la République démocratique du Congo, non, on ne consulte pas la République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a un autre courant qui pensait que c'est un projet qui concerne que la République tchadienne, avec la présence de Fé Idriss Déby. Alors je vous dis que non, ce n'est pas un projet qui concerne que la République tchadienne. C'est un projet qui concerne la commission du bassin de lac Tchad, abrégé CBLT. Ok. Vous comprenez un peu ça? Oui. Alors, c'est toute une commission mise en place. Toute une commission mise en place. Arriver à faire voilà. couler de l'eau du Et je vous informe que dans cette commission-là, il y a plus ou moins 9 pays. Ah bon? Et jusqu'à présent, la République démocratique du Congo est encore un pays observateur dans cette commission-là. Cameroun, Tchad, Libye, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Égypte, Niger, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est cette commission-là qui voudrait tirer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. Or, dans le bassin du Congo, nous avons beaucoup de cours d'eau. Nous avons des rivières, et nous avons des fleuves, et nous avons des lacs. Mais pour eux, ils préfèrent prendre cette eau à partir de la rivière Ubangi. Vous comprenez? Oui. Et je pense que petit à petit, nous sommes en train d'entrer oui, parce dans la que matière. Moi, je me demande comment on peut décider de pouvoir s'en servir sans la République démocratique. Exactement. Et ce qui est aberrant, ce qui est gravissime, on multiplie des rencontres ça et là sans pour longtemps intéresser la République démocratique du Congo, qui détient d'ailleurs, qui est considéré comme le poumon. Ouais. Voilà. On organise pour la première fois une conférence d'Abuja. Et là, c'est à Lagos. Abuja. Et là, et comme vous voyez bien dans cet ouvrage, j'ai versé à l'annexe des résolutions d'Abuja, qui se trouvent là dans des annexes. Il y a beaucoup d'annexes qui se trouvent dans cet ouvrage. Sans pour longtemps intéresser la République démocratique du Congo. Et la deuxième rencontre, c'est à Bologne, en Italie. On organise là-bas. Et ce sont les pays-là, les décideurs de la commission du bassin de lac Tchad, qui sont invités, et ils vont là-bas. Et puis, il y a des échanges, des stratégies, des mécanismes, mais sans pour autant consulter. Sans pour longtemps consulter
la République démocratique du Congo. J'avance. Pour eux, pour prendre cette eau-là, à partir de l'Ubangi, donc il faut créer un canal. Et nous sommes là sur le point de vue technique. On va prendre cette eau-là comment? Par un canal. Et quand on dit canal, cela veut dire qu'on doit creuser un grand trou, je ne sais pas comment appeler ça, qui doit quitter la rivière Ubangi jusqu'au lac Tchad. Et il y aura des embarcations, des bateaux. Mais déjà là, il y a un danger. Du point de vue topographique, vous allez voir que la rivière Ubangi est tout petit peu en altitude par rapport au lac Tchad. Mais quand vous soutirez l'eau, mais c'est presque tout eau qui va se déverser. Vers le lac Tchad. Déjà là, ça c'est la première conséquence. Et regardez maintenant en aval. Et surtout que c'est cette eau-là, la rivière Ubangi, qui renforce le fleuve Congo pour que nous puissions avoir les barrages d'Inga. Déjà là, quand ça part vers le lac Tchad, là, on aura des répercussions sur le fleuve Congo. Et puis, pour tirer cette eau-là, ils ont dit à partir de Palambo, et là nous sommes vers Sud-Ubangi. Hein, pour ceux qui maîtrisent bien la ville de Zongo, Libenge, Zongo, tout ça là, il y a une cité qu'on appelle ça Palambo. Donc il faut bloquer l'eau à partir de là pour pouvoir augmenter les niveaux d'eau et puis tirer cela vers le lac Tchad. Et là, ça c'est la deuxième conséquence. Quand le niveau d'eau augmente pour pouvoir tirer, sachez déjà que le village, les longs, vous voyez, de la rivière Ubangi seront dans l'eau. Et n'oubliez pas que dans la province du Nord Ubangi, nous avons une centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo, construite par les Yougoslaves, qu'on appelle ça par les Yougoslaves, à l'époque de Mobutu, qui alimente la ville de Badolité, la cité de Mobaïmbongo, et ainsi de suite. D'ailleurs, la Banque mondiale devrait renforcer, n'est-ce pas, cette centrale hydroélectrique de manière à ce que ça puisse alimenter d'autres provinces. Par exemple, la province de la Mongala, la province du Sud-Ubangi, la Centrafrique et pourquoi pas le Soudan. Vous voyez? Alors, déjà là, ce barrage de Mobaïmbongo sera dans l'eau. Et là, nous sommes où? Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc ça impacte déjà la République démocratique. J'avance. Déjà, chaque pays a fait déjà des répartitions claires. Quand on tire cette eau-là, chez moi, je vais ériger une centrale hydroélectrique. Quand ça arrive chez moi, ça va nous aider pour irriguer l'agriculture, des plantes ou alors pour l'agriculture. Quand cette eau-là arrive chez nous, nous allons faire ça. Donc c'est tout est planifié. Tout est planifié. Et ce qui est encore grave, on est arrivé déjà à trouver 2 entreprises qui vont exécuter ces projets-là. Oh là là. Je cite Power China. C'est une entreprise géante de la Chine. Deuxième entreprise, Bonifica de l'Italie. Ces 2 entreprises sont déjà là. Et ils ont allé plus loin. C'est un projet qui est estimé à 14 milliards de dollars américains. Et au moment où nous sommes, chers amis, chaque pays est en train de cotiser ce fonds-là. Pour arriver à réaliser ces projets. Sans pour autant chercher une collaboration directe avec la République démocratique du Congo. Ne même pas informé, ne même pas consulté. Ce qui est grave. Et voilà pourquoi, de son vivant, le président Idriss Déby, paix à son âme, qui arrive en Afrique du Sud, qui dit en anglais clairement, nous allons prendre cette eau, que la République démocratique du Congo accepte ou pas, nous allons prendre cette eau par la force. Parce qu'il savait. Et voici la motivation du fait... parce qu'il y a d'autres, j'ai écouté, j'ai échangé avec d'autres scientifiques. Dans le cadre de vos recherches. Voilà.
Il y a d'autres qui pensent que non, Idriss Déby est déjà décédé. Donc, ce projet est déjà enterré. Je dis non. Ce n'est pas un projet qui concerne que Idriss Déby. C'est un projet qui concerne la commission du bassin de la Tchad. Et d'ailleurs, c'est son fils qui est là. Oui. Alors, voici la motivation d'Idriss Déby. Excusez-moi. Vers les années 80, Idriss Déby, Hissène Habré, président au Tchad, Mobutu au Zaïre. Hissène Habré a envoyé tout un bataillon pour la formation commando à Kotakoli. Et là, nous sommes vers les années 80. Et à la tête de ces bataillons-là, vous savez qui était là? C'est un jeune colonel. C'est qui? C'est Idriss Déby. À Kotakoli, dans la province du Nord Ubangi, pour la formation commando. Et dès que la formation a pris fin, Idriss Déby, avec ses bataillons, rentre au Tchad. Et aussitôt rentré, directement, il y a un coup d'État et c'est lui qui prend le pouvoir. Et quand on lui dit de prendre ce taux-là, à partir de l'embouchure, il refuse. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise bien la zone. Parce que sur la rivière Ubangi, à partir de Kotakoli jusqu'à Badolite, c'est là où il faisait des exercices commando. Vous voyez, sur la rivière. Il maîtrise bien la contrée. Voilà la motivation qui pousse Idriss Déby de prendre ce taux-là vers donc la rivière Ubangi, au lieu de chercher ailleurs tout ça. Votre ouvrage alerte, interpelle ou rappelle? Non, non, je suis là. C'est un ouvrage qui est en train de conscientiser les Congolais, sensibiliser. C'est un ouvrage sensibilisateur et conscientisateur. Vous voyez? Donc il ne faudrait pas seulement attendre que les dangers nous arrivent à la porte pour pouvoir agir. Vous voyez? Donc il faut anticiper. Ouais. Et c'est ici que moi je dis clairement, quand on parle de guerre de l'eau qui va certainement nous arriver, je voulais poser cette question, vers le nord, dans l'avenir. Vous voyez déjà que à l'allure où vont les choses. Voilà, c'est dans cet ouvrage. Donc je viens là de vous montrer comment cette guerre de l'eau là est boutiquée et c'est ici que moi je dis, moi je parle d'un complot international. Complot international. Complot international. Et ce qui est scandaleux est que la République démocratique du Congo, cher ami, avait déjà donné son accord. Et là, nous sommes à quelle année? En 2005. Pour qu'on puisse tirer ce taux-là. Donc la République démocratique du Congo a déjà donné son accord. Et là, je vous explique. J'ai versé aussi dans cet ouvrage. À cette époque, rappelez-vous, les ministres de l'Environnement, Anatobé, ministre de l'Environnement, il était interpellé au Parlement, au Palais du Peuple, par les députés congolais, pour venir justifier, parce qu'à cette époque-là, vous voyez, la thématique était un peu tout ça là. Il y a d'autres ONG qui se sont réveillés, mobilisés, tout ça là. Alors, on interpelle le ministre. Le ministre, oui. Et à cette époque-là, le président de la séance, c'était Rémi Massamba, honorable Rémi Massamba, qui fut à l'époque le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, c'est lui qui avait dirigé la plénière. Alors, on donne la parole à l'honorable Ève Bazaïba, ministre honoraire. Exact. Voilà. Et à cette époque-là, elle était encore dans l'opposition. On lui donne la parole. Honorable Ève Bazaïba prend la parole. Il dit à ses collègues honorables députés que selon l'information à sa possession, que la République démocratique du Congo avait déjà donné son accord. Et c'était en 2005. Je vous dis que séance tenante. Séance tenante. Et la salle était devenue, je ne sais pas moi, il faut voir. Et finalement, c'est le vieux Lokondo, honorable Lokondo, paix à son âme, qui va prendre la parole pour couper court à ce débat-là.
Lokondo qui prend la parole, Lokondo dit au ministre Anatobe qui était interpellé au Parlement pour dire que, monsieur le ministre, c'est extrêmement gravissime ce que nous sommes en train d'assister. Si c'est vrai, et c'est très grave, comment est-ce qu'on peut prendre l'eau, toute une rivière, sans pour longtemps intéresser la République démocratique du Congo, sans pour longtemps consulter la République démocratique du Congo? Voici maintenant la voie de sortie. Lokondo dit, il faut écrire officiellement à l'ONU pour dire que niet, la République démocratique du Congo ne cédera jamais. Ok. Et jusqu'à présent, on ne sait pas, est-ce que cette correspondance avait eu lieu? A eu gain de cause? Est-ce qu'il y a eu gain de cause? Est-ce qui est allé au niveau du bassin, au niveau de la commission, pour pouvoir vérifier? Qui a déjà discuté avec la commission? Et le projet en quel niveau? Le projet continue à évoluer correctement. N'est-ce pas une autre forme de décolonisation économique pour notre pays au regard de ces tableaux? Oui, en réalité, regardez, j'ai même versé dans l'ouvrage. Il y a d'autres qui pensent que, est-ce que sur la planète Terre, est-ce qu'il y avait déjà eu guerre de l'eau? Oui, j'ai confirmé. Il y a plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai parlé de la géopolitique de l'eau. Il y avait eu déjà conflit entre États-Unis et Canada sur l'eau frontalière. Il y avait eu déjà conflit sur le Nil entre Égypte, rappelez-vous, Éthiopie, Kenya, Soudan, dernièrement là. Il y a eu déjà conflit sur la rivière, le fleuve Jourdain. Vous voyez, donc ça et là, il y avait eu déjà des conflits de l'eau. J'ai versé ça, il y en a beaucoup. Et nous devons enregistrer qu'aujourd'hui, il y a conflit entre les pays qui composent le bassin de lac Tchad avec la République démocratique du Congo. On ne doit pas voiler la face. Vous voyez? Alors, il faut maintenant, c'est que moi j'ai toujours dit, arriver à mettre sur pied... S'il y a conflit, on peut dire que présentement, les accords ne sont pas encore... non, jusqu'à présent, on n'a pas... Donc, on n'a pas soulevé... résiste encore. Voilà, non, on n'a pas soulevé clairement ces problèmes. Ok. Vous voyez? Ouais. Hein, on parle, on n'a pas soulevé clairement. Qui a déjà écouté un émissaire du bassin de lac Tchad soit convoqué en République démocratique du Congo pour renoncer à ces projets? Donner des explications. Ou donner des explications. Personne. Vous comprenez? Ouais. Donc il y a un complot. Il y a déjà un conflit qui est ouvert. Mais on fait semblant, c'est comme si on minimise, on trouve, c'est comme si c'est de la banalité. Et non, mon ami. C'est un problème sérieux qui guette la République démocratique du Congo. C'est même un scandale énergétique qui et d'ailleurs, c'est parce que je me suis focalisé tout simplement sur le transfèrement de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Mais il y a déjà un complot pour pouvoir tirer la rivière Kassai vers l'Afrique, n'est-ce pas, australe. Il y a aussi un complot pour pouvoir tirer le fleuve Congo en amont vers le Kariba en Zambie. Mais je ne m'étais pas focalisé là-dessus. Je me suis basé uniquement sur la rivière Ubangi. Vous comprenez un peu ça? Oui. Et donc, nous sommes dans une position qui n'est pas du tout confortable en ce qui concerne nos eaux douces. Il y a vraiment détourner de l'eau de la RDC au moment où nous souffrons même pour l'électricité au niveau interne. On pose la question à la commission du bassin de lac Tchad. Est-ce que ne serait-il pas possible de prendre cette eau-là vers l'Ambouchi du Congo? Oui. Et ici, c'est en passant, je me rappelle bien, on avait organisé une conférence sur l'eau liée à l'environnement en Afrique. Je pense que ça doit être à Addis Abeba ou au Kenya. Et en passant, le chef de l'État, Fatih, avait dit que
s'il faut donner cette eau-là, on peut, hein, il a bien utilisé, on peut au moins donner cette eau-là à partir de l'embouchure. Vous voyez? Oui. Parce qu'on suppose qu'on a pratiquement utilisé tout ça, mais là où l'eau se jette dans l'océan, à partir de là, on peut structurer ça. Alors, j'ai un autre son de cloche. J'ai démontré la position, hein, n'est-ce pas, de la commission du bassin de lac Tchad sur l'embouchure. Chers amis, ces ingénieurs-là maîtrisent bien la République démocratique du Congo et ne vont pas accepter. Voici maintenant leur argument. S'il faut prendre cette eau-là à partir de l'embouchure, oui, d'abord le projet sera vraiment coûteux. Ça sera coûteux. Alors c'est pourquoi ils refusent. Et je venais tout à l'heure de vous dire que si cela dépendait d'Idriss Déby, il fallait prendre cette eau à partir de la rivière Ubangi. Parce qu'il faut prendre là où, voilà, c'est à côté et ils maîtrisent bien, vous voyez, la zone. Alors, techniquement, même si on prenait cette eau à partir de l'embouchure, j'ai démontré dans mon ouvrage, ça va toujours impacter sur la République démocratique du Congo. Et j'ai démontré scientifiquement. Comment ça? Quelques éléments à relever. Très bien. Regardez, là où se trouve l'embouchure du fleuve, il y a des obstacles. Cela veut dire qu'il y a des pierres, tout ça. Et déjà là, s'il faut prendre cette eau à partir de là, on ne doit pas prendre ça par canal. On ne doit pas creuser. Non. On doit prendre ça par ce que nous appelons pipeline, par une grande tuyauterie qui doit quitter l'embouchure jusqu'au lac Tchad. Et vous savez, cette tuyauterie-là, pipeline-là, ça ne doit pas passer dans l'air. Vous voyez, ça ne doit pas passer dans l'air. Donc il y aura bel et bien des travaux. Oui, oui. Vous voyez, pour qu'on puisse faire passer ces pipelines-là. Mais ces travaux-là, ça ne doit pas impacter les écosystèmes, ça ne doit pas impacter la biodiversité, ça ne doit pas impacter les mangroves, ça ne doit pas impacter, n'est-ce pas, des aires protégées, hein, qui est aujourd'hui considéré comme patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que ces travaux ne doivent pas impacter des parcs nationaux? Sur ces, est-ce que la RDC est consciente de ces enjeux? Et là, nous sommes où? En République démocratique du Congo. Oui. Voilà. Alors, techniquement, on ne doit pas prendre juste là où la rivière, disons le fleuve, se déverse dans l'océan. Parce que le fleuve est en altitude et l'océan est à bas. C'est pourquoi le fleuve se déverse dans l'océan. Et là, il y a un principe physique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut laisser l'embouchure, vous entrez dans l'océan, vous entrez dans le fleuve, vous faites quelques kilomètres pour éviter là où se trouvent des obstacles. Et là, c'est en amont, hein, et quelques kilomètres, et c'est à partir de là que vous pouvez maintenant tirer l'eau. Parce qu'on suppose que là, il n'y a pas des obstacles. Vous mettez des pipelines, vous commencez maintenant à pomper l'eau. Et déjà là, la quantité d'eau naturelle du fleuve qui s'est déversée dans l'océan, déjà en amont, quand on tire une quantité, cela veut dire la quantité réelle va faire quoi? Va diminuer. Et quand la quantité réelle diminue, l'océan qui est salé aura maintenant tendance de faire quoi? De monter. Petit à petit, même après 10 ans, l'océan va monter, à un moment donné, va atteindre maintenant le niveau, hein, n'est-ce pas, du fleuve. Et comme l'océan est salé, est lourd, allez, l'océan va commencer maintenant à entrer, va repousser l'eau du fleuve, va repousser. Et à ce moment-là, nous sommes où? En République démocratique du Congo. Là où se trouvait l'eau douce, vous voyez, va maintenant occuper par l'eau salée. Et déjà là, ça va impacter sur la biodiversité de ce milieu-là, sur la biodiversité aquatique, n'est-ce pas, des espèces aquatiques. Et là,
ça impacte sur la République démocratique du Congo. Le projet Transakwa pourrait-il définitivement tuer le projet Inga 3 selon Nous vous? allons y arriver, cher ami. Nous allons y arriver. Je conduis toujours à démontrer. D'accord. Toujours à partir de l'Ambouchi. Vous allez voir que vers Mbandaka, vers Kotakoli, tout ça là, il y a des reliefs. Il y a des reliefs. Cela veut dire il faut pomper cette eau-là par gravitation. C'est ce qu'on dit. Hein? Cela veut dire ça quitte l'Ambouchi, ça va venir vers ces reliefs-là, de manière à ce que ça puisse se déverser facilement dans le lac Tchad. Déjà là, il va se poser un problème. Un problème, oui, oui. Alors, en ce qui concerne maintenant des impacts, cher ami, je venais jusque dans l'introduction pour vous dire que la rivière Ubangi, qui est convoitée aujourd'hui par nos voisins, renforce le fleuve Congo. Et c'est pourquoi nous avons, nous avons notre barrage d'Inga. Sans oublier qu'il y a le projet Grand Inga. Grand Inga. Qui va certainement électrifier, s'il ne faut pas exagérer les termes, l'Afrique. Mais à ce moment-là, la quantité d'eau qui va alimenter les grands Inga va diminuer. Exact. Et on n'aura pas ces projets-là. On va mettre croix sur ces projets-là. Voilà. Et d'ailleurs, les Inga présents qui nous donnent le courant aura déjà un sérieux problème. Il y a des soucis. Ouais. Vous voyez, déjà là, ça va poser un sérieux problème. Hein? Et déjà, quand on tire cette eau-là par un canal, on ouvre la porte aux terroristes de Boko Haram. J'ai versé ça dans l'ouvrage. Parce que Tchad, vous voyez, Tchad, Cameroun, Nigeria, c'est là où se trouve le terroriste de Boko Haram. Mais quand on ouvre maintenant cette voie-là, cela veut dire que ces terroristes vont facilement se déverser en République démocratique du Congo sans problème. Et là, c'est donc du point de vue sécuritaire. Donc le Congo est en danger. Mais dans la par ce projet-là. Ok. Deuxièmement, déjà là, je vous avais dit que quand on tire cette eau-là en amont, hein, oui, et maintenant en aval, vers Bomongo pour atteindre Mbandaka, tout ça là. Donc cela veut dire que ces gens-là ne vont plus encore exister, que ce soit l'agriculture, du point de vue économique, du point de vue environnemental. Donc c'est le chaos qu'on va enregistrer sur ce point-là. Et là, nous sommes où? En République démocratique du Congo. Donc déjà, du point de vue social, ça va créer un sérieux problème. Mais dans la conscience collective, l'Afrique risque-t-elle pas de détruire son poumon écologique pour sauver un lac? Exactement. C'est pourquoi moi j'ai dit dans cet ouvrage, j'ai dit que, bon, les chrétiens disent que il ne faut pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Hein, vous voyez. Et puis, ce qui est encore grave, c'est quoi? L'historique d'ailleurs de ce projet, je vous donne l'information. Il y a un ingénieur géologue italien qui s'appelle Marcello Vichy. C'est lui qui est le maître, je ne sais pas moi comment, donc le cerveau moteur, hein, de ce projet-là. Donc partout où on organise, n'est-ce pas, partout où on organise des conférences liées à l'eau, il arrive là, avec son projet Transakwa pour vendre. C'est un Italien. Vous voyez? Et puis, comme je vous avais dit que soutenu par d'autres pays, hein, d'autres pays puissants, vous voyez, ces projets ici, soutenus par d'autres pays puissants. Et puis, même la NASA a soutenu les projets pour dire que lac Tchad est moribond, avec plus ou moins 90%, hein, sans eau. Donc des dessèchements, comment on dit ça? Dessèchement, hein? Vous voyez, tari de 90%. Et finalement, lors de ma recherche, je suis allé tomber sur
la thèse d'une dame. C'est une Tunisienne, hein, qui a contredit, n'est-ce pas, la version de la NASA. Vous voyez, parce que la NASA a pris la photo du lac Tchad par satellite, donc le photo satellitaire. Mais lors du traitement, la NASA n'a pas considéré, hein, n'est-ce pas, donc la zone marécageuse. Hein? Or, dans la zone marécageuse, on trouve la présence d'eau en télédétection spatiale. Vous voyez, oui. On trouve la présence d'eau. Donc, on peut facilement pêcher, vous voyez, dans ces zones-là. Donc, sur le lac Tchad, il y a encore d'autres zones où il y a encore l'eau, où on peut pêcher, on peut faire la pêche. Mais on n'a pas considéré ça. C'est pour dire que les résultats de NASA est biaisé. Vous comprenez? Est biaisé. Tout ça, c'est parce qu'il s'agit d'un complot. Il faut comment dire, renforcer, il fallait soutenir pour dire que non, là que Tchad est vraiment en agonie, c'est à 90% de tarissement, donc il faut sauver. Selon vous, on peut dire que c'est une erreur stratégique. Vous comprenez un peu ça. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il s'agit bel et bien d'un complot international. Mais nous, ici en République démocratique du Congo, nous sommes en train de dormir. Peut-on parler alors... Il y a d'autres qui pensent que non. On peut parler d'un déficit stratégique pour l'État congolais, puisque vous dites que nous sommes en train de dormir. Bon, le problème qui est là, c'est quoi? Cher ami, au Congo, nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs. Mais sauf seulement que les résultats de nos recherches ne sont pas valorisés. Ne sont pas du tout valorisés. Ou pris en compte. On n'a pas pu... Non, c'est ça. C'est exactement ce que vous venez de dire là. On publie. Je suis là, j'ai publié. Tout est là. Hein? Aujourd'hui, le monde entier, c'est une grande maison d'édition Harmattan. Le monde entier est en train de lire. Et c'est sur le plat... Dans la logique des choses, on devrait vous consulter le plus vite possible. Voilà. Vous associer, voilà. Essayer de voir comment mettre les connaissances ensemble. Mais on parle... C'est comme si on est en train de pêcher dans l'eau stagnante. Et c'est pourquoi moi j'ai dit ici, on a eu les cultures, il fallait attendre. C'est seulement que la chose arrive, n'est-ce pas, à la porte, pour voir maintenant comment agir. Vous voyez. Et donc, la thématique est très sérieuse. Bon, je ne sais pas comment nos amis... En tout cas, il y a beaucoup d'informations qui se trouvent dans l'ouvrage. Beaucoup d'informations. Et voilà. Voilà. Est-ce que, parce que comme vous êtes en train de dire, vous réfléchissez, vous publiez, mais vous n'êtes pas du tout approché. Pour ces cas d'espèce, dans ces projets Tronsacois, qu'est-ce que vous dites dans un premier lieu aux gouvernants, puisque vous révélez le résultat saillant, probant de vos recherches? Bon, en tant que chercheur, bon, vous savez, vraiment merci pour cette question, une question très pertinente. Hein. J'ai formulé 2 recommandations. La première recommandation, ça concerne la commission du bassin de lac Tchad. Ouais. Et la deuxième recommandation, c'est au gouvernement congolais. Chers amis, aujourd'hui, l'eau est considérée comme coltan. L'eau, aujourd'hui, est considérée comme lithium, des minéraux stratégiques. D'ailleurs, pour lutter contre le réchauffement climatique actuel, pour lutter contre le changement climatique, sans eau, en tout cas non. La transition énergétique dont on parle aujourd'hui est liée à l'eau. Imaginez-vous que la République démocratique du Congo, qui est deuxième au monde, avec, je ne sais pas moi, d'ailleurs, même quand vous prenez la carte hydrographique de la République démocratique du Congo, regardez vraiment bien les cours d'eau qui se trouvent là-bas. Vers le nord, il n'y a pas de nom. Tout petit peu vers le sud, vous voyez, il y a quelques cours d'eau où on a mentionné les noms. Cela veut dire qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. On allait passer à une identification systématique
de nos cours d'eau d'abord. Faire l'inventaire de nos cours d'eau. Répertorier. Prenez seulement la carte hydrographique de la République démocratique du Congo vers le nord. Il y a beaucoup de cours d'eau qui manquent de nom. Donc la carte reste muette sur ce point-là. C'est pour dire que est-ce qu'on est vraiment conscient si cette ressource que Dieu nous a donnée après le minerai, c'est maintenant l'enjeu qui concerne des eaux douces sous la planète. République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour lutter contre le réchauffement climatique actuel, il faut ériger beaucoup de centrales hydroélectriques, donner à la population congolaise du courant. Alors, pour là, il faut protéger notre eau. Voilà, pour diminuer la pression de la population sur la forêt, sur le bois. On revient sur quoi? On revient sur l'eau. Sur l'eau. Et il s'agit de quelle eau? De l'eau comme ressource naturelle. Elle se présente aujourd'hui comme une arme géopolitique. Géopolitique. Pour pouvoir résoudre les problèmes du réchauffement climatique actuel. Mais regardez ce qui se passe. La première recommandation, j'ai dit à nos amis, à nos frères de la bassin, du bassin de lac Tchad, je leur ai dit, il faut tout simplement reboiser le bassin. Vous voyez, Charles, il y a une méthode. Cela veut dire en reboisant, en créant la forêt dans le bassin du lac Tchad, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un phénomène en climatologie qu'on appelle évapotranspiration. Cela veut dire, avec ce phénomène d'évapotranspiration, ça va augmenter la fréquence des précipitations, autrement appelée la pluie. La fréquence de pluie sur la zone, sous le bassin. C'est pourquoi, regardez bien, là où il y a la forêt, il pleut beaucoup. C'est comme en Bandaka, vous voyez, dans la forêt équatoriale. Là, il pleut beaucoup. À cause de quoi? À cause de ce phénomène dont je viens de vous parler, d'évapotranspiration. Et l'eau de pluie va s'infiltrer et ça va renforcer la nappe phréatique. Et finalement, nous allons encore revoir le lac Tchad, nous allons encore voir le lac Tchad renaître. Vous comprenez plus ça? Oui. Voilà, c'est la première recommandation que j'ai formulée à nos amis là. Exact. La deuxième recommandation, c'est à la République démocratique du Congo. Il y a un danger qui nous guette. Même pas avec le pays du bassin de lac Tchad, mais également des pays frontaliers avec qui on partage de l'eau. La rivière Ubangi est là avec la République centrafricaine. Est-ce que aujourd'hui, demain, la rivière Ubangi ne va pas nous créer un problème? Un problème. Il faut déjà réfléchir en amont. Nous avons le fleuve Congo. Avec quoi? Avec Brazzaville. Est-ce que demain ou après-demain, ça ne va pas créer un conflit comme source de tension? Et ça, il faut réfléchir en amont. Vous comprenez? Et non pas seulement sur cet aspect-là, géopolitique, ou sur cet aspect international, mais nous avons des ressources, considérons nos cours d'eau comme ressources naturelles. Naturelles. Exact. Comme les coltans, tout ça là. Mais regardez, nous avons tout un méga ministère pour pouvoir gérer des minéraux stratégiques, appelé ministère des mines. Mais pourquoi pas créer aussi tout un ministère pour pouvoir gérer nos ressources? Hein? Exact. Voilà. Donc, on allait créer, le gouvernement allait créer vous intéressant également un ministère pour la gestion durable
des eaux douces. Uniquement pour des eaux douces. Parce que vous trouverez une direction au ministère de l'Environnement liée à l'eau. Il y a une direction au ministère de l'Hydraulique et puis énergie. Tout ça là, ça ne suffit pas, cher ami. Vous voyez, en Israël, nous avons tout un ministère qui gère des eaux douces. Vous voyez, qui traite même, parce que là, l'eau salée, il faut traiter l'eau salée pour donner aux gens de l'eau douce à la consommation. Même au Sénégal, il y en a. Dans d'autres pays, on a créé. J'avais dit ici, on a créé ministère de comment on appelle ça, numérique par après. C'est là c'est envolé en éclat, c'est tout ça là. Et alors que il y a d'autres questions cruciales. Et ici, on ne doit pas seulement créer une agence, non, ça ne suffit pas. Il faut créer tout un ministère. Avec un secrétariat, avec des technocrates, exact. Et non pas seulement ça, le ministère qui doit jouer pleinement sur ce que moi j'ai toujours appelé hydrodiplomatie. C'est ça le terme. Hydrodiplomatie, cela veut dire peut-être demain ou après-demain, avec Centrafrique, avec d'autres pays qui... vous voyez, tout ça là. Mais en parlant d'hydrodiplomatie, voilà. D'autant plus que le projet continue à évoluer, chef des travaux Désiré, n'est-ce pas là aussi une faiblesse diplomatique de la RDC? Ah mais oui, mais c'est pourquoi j'avais dit... Un échec quand même. Non, non, quand on vous trouve faible, quand on vous trouve... Je vous donne un exemple. Quand on a voulu toucher au fleuve Jourdain, la Jordanie a dit niet. Il n'y a personne. L'Égypte ici. L'Égypte a dit on ne doit pas toucher au Nil. Vous voulez ériger, je ne sais pas moi si c'est le pont ou si c'est barrage et tout ça là, demain je viens, je bombarde. On ne parle pas. Mais si la République démocratique du Congo dit niet à ces cours d'eau, là ça crée un problème. Et là, M. Georges, en passant, qu'est dit la loi et qu'est dit la Constitution? La loi dit ceci. Et là, je me rappelle bien, la loi portant gestion de l'eau, tout ça là, de 2015. Si je ne me trompe pas, si c'est en article 54 ou combien là, qui dit ceci. En République démocratique du Congo, si vous voulez prendre une partie de cette forêt, de son sol, ou alors prendre une partie de ses eaux, si vous voulez prendre ça et donner à un autre État, il faudrait que cela passe par le référendum. Et voilà que je venais tout à l'heure de vous évoquer ici que il semblerait que la RDC avait déjà donné son accord, sans pour longtemps que cela passe par le référendum. Vous voyez? Donc, c'est une thématique qui est à la une, mais on minimise tout ça là, cher ami. Il faut, et là, je supplie les décideurs, il faut créer tout un ministère qui doit gérer durablement des eaux douces. Parce que nous sommes deuxième au monde. L'eau commence déjà à nous créer des problèmes. Même pas aujourd'hui, demain, on aura des problèmes. Et il ne faut pas attendre seulement que le problème se présente devant notre porte. Voilà, il faut anticiper. Il faut anticiper. Voilà, il faut anticiper. C'est dans cette logique, mesdames et messieurs, nous allons prendre cet élément. Nous sommes ici avec le chercheur congolais Désiré Konga, qui parle de son ouvrage intitulé Géopolitique de l'eau en Afrique transsahara, le bassin du Congo et le respect et le projet des transferts des eaux vers le lac Tchad. C'est un ouvrage qui venait d'être publié et verni récemment. Alors nous allons vous proposer cet élément, question de voir ce qu'a été cette grande activité organisée à l'occasion de son vernissage, et puis nous allons revenir pour chuter. Temple du savoir. Après la prière qui a ouvert cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage intitulé Géopolitique de l'eau en Afrique transsahara,
Bassin du Congo et le projet des transferts des eaux vers le lac Tchad, professeur Théophile Mbemba, vice-recteur de l'université Omni-Omnibus, a dans son mot des circonstances salué l'avènement de ces nouveaux-nés qui analysent la place stratégique croissante de l'eau en Afrique. Elle devient un enjeu comparable au pétrole ou à l'uranium, susceptible d'alimenter des tensions entre États. Puis les professeurs Abeyenga procédaient à la présentation du chef des travaux Désiré Konga Wangua, expert en environnement et développement durable, auteur de cet ouvrage de 265 pages, subdivisé à 4 parties et publié aux éditions de l'Harmattan de Paris. En présentant la substance de cette nouvelle publication du chef des travaux Désiré Konga, le professeur Marcelin Kalombo a souligné que dans ses livres préfacés par les cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, l'auteur examine le projet Transakwa qui prévoit le transfert des eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, ainsi que d'autres projets visant à dériver les eaux du bassin du Congo vers l'Afrique australe, notamment depuis la rivière Kasaï ou le fleuve Congo vers le barrage des Kariba. Désiré Konga Wangua alerte sur les risques environnementaux, hydrologiques et socio-économiques de ces transferts en relevant les menaces sur la biodiversité du bassin du Congo, perturbation du tourbière, réduction des débits, conséquences sur la navigabilité et impact sur le projet hydroélectrique comme Inga déjà fragilisé par la baisse des eaux. L'auteur rappelle que Ubangi n'est aujourd'hui navigable que 6 mois par an, signe d'un écosystème déjà fragilisé. Au-delà de l'analyse technique, le livre traite des défis du changement climatique, de la pression croissante sur l'eau douce et de la responsabilité des États africains face à un monde où les ressources sont limitées. L'auteur propose des pistes de solutions pour une gestion durable de l'eau en RDC et en Afrique centrale. À travers cet ouvrage, il appelle à une prise de conscience politique et citoyenne pour prévenir le futur conflit hydrique et protéger un patrimoine naturel essentiel. Au terme de l'allocution de l'auteur de l'ouvrage et du représentant du cardinal Fridolin Ambongo, l'heure était au baptême de cette merveille scientifique par le professeur Aimé Kwakile qui a souhaité bon vent à l'ouvrage. La vente aux enchères a sanctionné cette cérémonie hautement riche en couleurs organisée à l'université Omni-Omnibus. Temple du savoir. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux avec notre invité, le chef des travaux Désiré Konga. Nous parlons de cette épineuse question relative aux eaux de la République démocratique du Congo. Monsieur le chef des travaux Désiré, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais nous vous donnons quand même le mot de la fin en vous posant cette petite question. Comment votre livre peut-il influencer la politique congolaise ? Bon, merci, Monsieur Georges, pour la question. Il y a un autre courant, il y a un autre courant qui pense que prendre cette eau et ça va donner beaucoup d'argent à la République démocratique du Congo. Il faut réfléchir un peu du point de vue économique et tout ça là. Mais moi, je viens ici pour dire que qui a mené une étude pour savoir la part de la République démocratique du Congo? Qui connaît combien revient à la République démocratique du Congo? C'est combien de milliards qu'on va donner à la République démocratique du Congo? Pendant que la République n'est même pas du tout consultée. Comment est-ce qu'on doit arriver à réfléchir de cette manière? Intéressé dans le détail. Intéressé dans les détails, non. C'est pour dire que c'est un projet qui ne nous concerne pas. C'est d'ailleurs un projet qui va nous impacter, qui va nous créer beaucoup de problèmes. Et c'est un méga projet soutenu par de grandes puissances. Vous voyez. Et c'est un projet qui concerne la commission du bassin de lac Tchad. Et ces gens-là veulent prendre notre rivière Ubangi par la force. Que la République démocratique du Congo accepte ou pas, l'hémorragie est là. Il est temps de chercher comment arrêter cette hémorragie-là. Je viens tout à l'heure de vous donner quelques pistes de solutions. Exact. Et en ce qui nous concerne, chers amis,
je pense que les décideurs sont là en train de m'écouter. Il faut réfléchir déjà comment créer un ministère. D'ailleurs, pour créer un ministère, c'est tout simplement, ça nécessite l'ordonnance des chefs de l'État, l'ordonnance présidentielle motivée. Exact. Vous voyez, Oui. et on met... Les éléments sont là. Voilà, on met des vertébrés qui peuvent gérer correctement Animer ces ces taux-là. ministères. Et je vous dis, même ces ministères-là, aujourd'hui, pour résoudre le problème du changement climatique, c'est un ministère qui peut aussi nous amener beaucoup d'argent. Ministère de la gestion durable des eaux douces en République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas comment ça va aller. En Comment tout cas, on peut trouver les livres? oui, oui. Brièvement. Oui, le lot est là. Il suffit seulement, nous sommes sur l'avenue Sayo, entre l'université Cardinal Malula et l'université islamique au Congo. Vous trouverez l'université Omnia Omnibus, n'est-ce pas, université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Il suffit seulement que vous arrivez là, vous demandez que vous voulez avoir le livre Géopolitique de l'eau en Afrique. Je pense qu'il y a un lot là. Vous pouvez en avoir. D'ailleurs, c'est vraiment important. Je demande vraiment aux chercheurs Exact. et puis aux étudiants de 3e cycle, ceux qui veulent, ceux qui veulent parler de l'eau, l'environnement, vous voyez. Mais beaucoup C'est plus très les complexe. décideurs, Voilà, et parce que ça touche la vie surtout nationale. les décideurs. Exact. D'ailleurs, non pas seulement ça, je suis en train d'envisager organiser en dehors de vernissage. Je pense que vous étiez là. Exact. Et après cette émission, je suis en train de vouloir aussi organiser une conférence de presse où on va continuer toujours à décortiquer l'ouvrage. Et d'autres ouvrages sont déjà aussi publiés. En contactant le chef des travaux Désiré, vous pouvez prendre connaissance de tous ces livres mis à la place publique. Une façon de réfléchir à haute voix. Alors nous vous disons déjà merci d'avoir passé au Temple du Savoir. En tout cas, merci, cher ami. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et d'ailleurs, vous êtes parmi les journalistes où il fallait normalement chercher à décorer. Merci vous voyez, beaucoup. des journalistes qui cherchent toujours à avoir un peu des informations liées à l'environnement et des informations fouillées, des informations qui touchent à la vie sécurité de la République démocratique du Congo. Vraiment, en tout cas, encore une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à mon équipe technique qui ne cesse de nous accompagner avec un travail des titans. De partout, vous nous avez suivis à travers le monde. Vous pouvez continuer à suivre cette émission sur notre chaîne YouTube et les différentes plateformes TikTok, Instagram, page Facebook, Temple du Savoir. Vous serez au Temple du Savoir pour partager la connaissance avec le grand public. Alors, on se retrouve déjà prochainement. Suivez cette édition demain sur Centrale Télévision à 11 h juste. Alors, l'alerte est lancée, comme on dit en français, à bon attendeur. Salut. Merci, au revoir.